Aujourd'hui, les supercalculateurs qu'on utilise à base de silicium, nos processeurs tels qu'on les connaît, c'est des gouffres à énergie. L'énergie du digital, ça émet autant de gaz à effet de serre que l'ensemble du trafic aérien. Et quand on s'intéresse à un infiniment petit, on découvre d'autres comportements, notamment les fameux états de superposition où une particule peut être dans deux états en même temps. C'est le fameux chat de Schrödinger qui était soit mort, soit vivant. C'est le fameux qubit, donc le support de l'information quantique, qui est à la fois soit 0, soit 1. Il peut être les deux en même temps. Et la mécanique quantique a notamment amené des révolutions. D'ailleurs, on parle de première révolution quantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à notre compréhension de la physique quantique qu'on a pu fabriquer les transistors. Et les transistors, c'est la base de toute l'informatique moderne. C'est grâce à la mécanique quantique qu'on a inventé les lasers, les GPS et l'imagerie par résonance magnétique. Donc c'est ça que ça nous a apporté. C'est pour ça qu'on a parlé de révolution, parce que ça a vraiment quand même... imaginer un monde sans informatique aujourd'hui, c'est complètement inconcevable. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Build a City for Good. Aujourd'hui, c'est encore un de nos épisodes hors série que nous enregistrons. Et vous savez, c'est ces épisodes pour vous parler de ceux pour qui nous nous levons chaque matin, les entrepreneurs que nous soutenons. Aujourd'hui, c'est Georges-Olivier Raymond, a.k.a. Georges. On appellera bien sûr Georges tout le long de l'épisode. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bien le même invité qui est CEO et cofondateur de Pascal. Si vous nous suivez encore une fois sur les réseaux ou notre newsletter, vous avez dû voir passer la nouvelle. Pascal, c'est l'un des derniers investissements de Daphne. Bonjour Georges-Olivier, ou bonjour. Georges tout court. Georges, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de t'avoir parmi nous. Et à côté de moi, encore une fois, comme le dernier podcast que vous avez entendu, c'est le seul et unique Paul Bazin de l'équipe de Daphne. Bonjour, encore une fois, j'aime beaucoup, même si c'est que mon deuxième. J'ai l'impression maintenant d'être un... Exactement, c'est un pro. Il est investisseur pour rappel chez Daphne depuis bientôt près de 5 ans. Et je suis ravie de t'avoir avec moi pour enregistrer et pour questionner Georges. Je suis ravi d'être là. Merci Georges. Alors Georges, avant de commencer de parler de Pascal, pardon, j'ai oublié un truc très important. Cette levée qui a été annoncée il y a une semaine, donc pour nous, peut-être que l'enregistrement ne sera pas... Mais bon, à peu près, d'un montant de... 25 millions. Merci. En tout. Généralement, j'attends que Paul... généralement, c'est ton moment, Paul. Aux côtés de, attention, Cantonation, qu'on connaît bien et qu'on salue, BPI via le fonds Innovation Défense, Runa Capital et Eni. Si je n'ai oublié personne, on est bon. Et bien sûr, Daphne. On n'est pas là pour rien. Alors, Georges, on commence. Avant de parler de Pascal, on voulait avoir des petites infos sur toi, à savoir qui es-tu, d'où tu viens, est-ce que tu es sportif, est-ce que tu as des frères et sœurs, où tu as passé tes vacances. Quel est l'homme qui se cache derrière le cofondateur de Pascal, avant de parler de ton côté entrepreneur? J'ai 45 ans, j'ai une sœur. Je suis quelqu'un qui aime bien être dehors, de manière générale. Donc, soit pour faire du sport, soit pour me promener. Être dehors et changer de paysage, souvent. Et le sport, c'est un bon moyen d'y arriver. Donc, j'en faisais beaucoup. Donc, avant de me lancer dans l'aventure Pascal, j'en faisais pas mal. Bon, c'est un peu calmé, mais ça reste... Ta plus grosse, c'est quoi? C'est le vélo, donc on le sait. Et ta plus grosse performance? Ma plus grosse performance, celle que j'aime bien me souvenir, c'est le Grand Raid, la Diagonale des Fous à La Réunion, qui était en 2015. Ah oui. Une année phare. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? C'est ça. La distance et le temps parcouru? C'est 164 km qu'on fait en une seule traite. C'est 10 000 mètres de dénivelé. Et après, ça dépend. Les meilleurs mettent 24 heures. Je crois que le temps éliminatoire, c'est autour de 60 heures. Et moi, j'avais mis 37. Et évidemment, parce qu'on parlait de vélo, il l'a fait à pied. Hein. Mais non, mais attends, c'est pas possible. T'as mis la moitié du temps
Tu l'as fait, attendez, Non, éliminatoire. C'est-à-dire que si tu fais au-delà des 60 heures, ça sert à rien de passer à la ligne d'arrivée. Tu seras pas un finisher. Mais toi, tu l'as fait en 37 heures. Mais il est exceptionnel, cet entrepreneur, non? Ouais, parce que déjà, il faut le finir, le truc. Mais paradoxalement, les qualités d'endurance, je trouve, servent beaucoup pour la vie d'entrepreneur, en fait. Ah ben oui. Parce qu'il faut être endurant pour être entrepreneur. Et ça, c'était, tu as dit en 2015? C'était en 2015, ouais. Ok, et donc chaque année, tu te donnes un petit défi comme ça ou pas? Celui-là, c'était pour le plaisir. Ah, parce que nous, on a fait 300 km entre Perpignan et Barcelone. En vélo. En vélo, pardon. Le sport, pardon. Vas-y. Le sport, on fait avec ce qu'on a, en fait. Et ce qu'on a, c'est pas nous qui le choisissons. Donc, il faut être assez relax vis-à-vis de la performance. Moi, c'est ce que je dis toujours. La performance, elle est dans les gènes. Après, c'est ce que vous en faites, vous. Donc, si vous trouvez la force de faire vos 300 km de vélo alors que vous n'êtes pas fait pour ça, à la limite, c'est même plus fort. C'est vrai. C'est pour ça que j'aime bien le golf, moi. C'est pour ça que Paul n'était pas là à cet événement. Super. Et tu passais tes vacances où? T'as grandi où? Parisien Alors, je suis savoyard, donc je suis né en Savoie. Mes parents étaient professeurs, ils ont eu une mutation, quasiment au moment de ma naissance. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse dans le centre de la France, en Saône-et-Loire, dans une petite ville qui s'appelle Charolles, qui est connue pour sa race de viande, sa race de vaches à viande, les charolaises. Donc, j'ai grandi là-bas. C'est un environnement campagnard, il n'y a pas de bocage. Il y a beaucoup d'élevage. Et mes vacances, je les passais en Savoie, à Chambéry, où j'allais voir mes cousins et mes grands-parents. Génial. Mais qu'est-ce qui t'a fait aller vers la physique quantique? Qu'est-ce qu'un homme comme toi qui aime être juste dans la nature, dehors, s'est dit, tiens, je vais aller m'enfermer dans un laboratoire à faire de la recherche fondamentale? C'est une bonne question vue comme ça. Je suis passé par le concours des grandes écoles, donc par les classes préparatoires. On fait beaucoup de physique, beaucoup de sciences, souvent avec un côté très, très didactique, ça vient d'en haut. On vous explique la vie comme ça. Et donc, j'aimais ça. Et au cours de c'était en SP, donc en deuxième année, j'ai eu une ouverture d'esprit. Donc, c'était un numéro de hors-série de Pour la Science qui parlait de l'expérience d'Alain Aspect, qui était dédié au quantique. Et dedans, il y avait l'expérience d'Alain Aspect. Et donc, j'avais lu ce hors-série. Et là, j'avais été vraiment, choqué par ce que je lisais, que c'était très différent de ce que j'apprenais dans mes cours de physique, qui sont des cours de physique très classiques, où on me parlait de photons uniques ils se coupent pas en deux, mais un photon unique qui arrive sur une lame où il est censé être coupé en deux. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très intriguant, ça m'a intrigué. J'en ai parlé à ma professeure à l'époque, qui m'a gentiment, donné quelques clés. Et après, c'est ça qui a guidé mes choix pour la suite. Mes choix d'école, mes choix d'études, et qui fait que je me suis enfermé dans un laboratoire. Donc tu voulais en fait déjà travailler avec Alain Aspect? Oui. Donc c'est la consécration finalement de l'avoir en cofondateur de Pascal. Évidemment, on le salue. Mais c'est assez incroyable parce que l'école d'ingénieur que j'ai choisie, c'est la seule qui fait de la physique quantique. Et il se trouve que c'est elle aussi qui hébergeait le laboratoire d'Alain Aspect. Donc quand j'ai découvert ça, j'étais ravi. Et il se trouve qu'après, Alain Aspect devient aussi même cofondateur de Pascal. Génial. Et alors, avant de commencer de rentrer, tu as déjà parlé d'utiliser des mots... on va essayer d'utiliser des mots simples. Parce que la physique quantique ou la technologie quantique, il faudrait que tu nous fasses un petit cours pour les nuls et que tu nous dises et tu te mettes un peu à la hauteur des auditeurs peut-être qui ne connaissent pas. Ou, pardon, pour ceux qui connaissent. Mais est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi la technologie quantique? Donc la mécanique quantique, c'est un phénomène qui va se manifester quand on va s'intéresser aux particules uniques. Donc c'est le monde de la petite échelle. Et c'est des comportements qui sont extrêmement contre-intuitifs, parce que dans le monde dans lequel on vit, il est classique. Il y a c'est des grosses particules, il y a beaucoup d'atomes qui interagissent entre eux. Et donc tout ça, ça aboutit à un comportement quantique, classique, parce qu'il y a beaucoup trop d'interactions en fait. Et c'est le monde qu'on connaît tous les jours, auquel on est habitué. Et quand on s'intéresse à un infiniment petit, on découvre d'autres comportements, notamment les fameux états de superposition où une particule peut être dans deux états en même temps. C'est le fameux chat de Schrödinger qui était soit mort, soit vivant. C'est le fameux qubit, donc le support de l'information quantique, qui est à la fois soit 0, soit 1. Il peut être les deux en même temps. Et c'est ce monde d'étrangeté qu'on a du mal à appréhender, qui est totalement contre-intuitif.
Parce que si vous voulez, quand on s'intéresse à une seule particule, bon là, elle est superposée, elle est à la fois dans 0 et dans 1, on a envie de dire, ok, bon, peut-être, je peux comprendre ça. Vous faites la même chose maintenant avec deux particules. Donc ça, c'est l'expérience d'Alain Aspect, donc je suis très content de pouvoir la recaser ici. Et ben, ça marche aussi. Donc la particule peut être aussi superposée. Et ça a des conséquences très marrantes. C'est-à-dire que si vous avez deux particules qui sont dites intriquées, et si vous, avec votre observable, vous regardez qu'une seule des deux particules, vous allez avoir vous allez observer quelque chose de purement aléatoire. Vous allez faire des mesures qui sont complètement aléatoires. Vous regardez l'autre particule, mesure aussi aléatoire. Donc vous avez l'impression que devant vous, vous avez un état qui est indéterminé, qui est aléatoire. Et si maintenant vous vous intéressez aux corrélations entre les deux particules, c'est-à-dire que si vous mesurez l'état d'une particule par rapport à l'état de la deuxième particule, vous allez vous rendre compte que c'est parfaitement corrélé. C'est-à-dire que vous pouvez prédire le résultat avec 100% de précision. Donc on a à la fois un état qui est purement aléatoire et en même temps entièrement déterministe. Et c'est ça qui est fou. C'est bon, Ali? Attends, il va falloir que je réécoute le podcast plusieurs fois. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la définition de Georges, qui était super claire, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Voilà, mais... Et pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas directement à demander à Georges. À Aurélie. Ou à Aurélie. Plus de précision. Je crois que Pascal recrute en ce moment. Mais du coup, comment Pascal s'inscrit là dans cette technologie, tout ça? Parce que donc ça existe depuis très longtemps. Alors, paradoxalement, c'est pas si vieux que ça. Donc, enfin, la mécanique quantique, les bases théoriques ont été posées au début du XXe siècle. Après, il y a eu des premières expériences qui ont eu lieu assez rapidement, mais on voit que ça prend quand même du temps parce que les premiers pas de la mécanique quantique, c'est l'année 1920, et l'expérience d'Alain Aspect, c'est 1980. Oui. Donc ça donne quand même une échelle du temps. Bon, entre-temps, les gens ont fait des choses, hein, et la mécanique quantique a notamment amené des révolutions. D'ailleurs, on parle de première révolution quantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à notre compréhension de la physique quantique qu'on a pu fabriquer des transistors. Et les transistors, c'est la base de toute l'informatique moderne. C'est grâce à la mécanique quantique qu'on a inventé les transistors, les lasers, les GPS et l'imagerie par résonance magnétique. Donc c'est ça que ça nous a apporté. C'est pour ça qu'on a parlé de révolution, parce que ça a vraiment quand même, imaginer un monde sans informatique aujourd'hui, c'est complètement inconcevable. Et aujourd'hui, 100 ans après les premières découvertes, on se rend compte qu'on peut exploiter d'autres propriétés quantiques, ces fameux états superposés, ces fameux états intriqués, pour aller encore plus loin, pour déclencher ce qu'on va appeler une deuxième révolution quantique, qui va être celle du calcul. On va utiliser ces principes complexes de superposition et d'intrication pour faire du calcul de manière plus performante que les processeurs classiques. Et donc qu'est-ce que ça a pu... Donc tout ça c'est mis dans un ordinateur. Enfin, ça s'appelle le quantique. C'est forcément dans un ordinateur. On peut rentrer dans les détails, mais là, dans ce cas-là, je pense qu'il nous faudra un podcast de 2 heures et pas de. C'est un processeur qu'on fabrique. Ça sera un processeur. Il faut imaginer que le calcul quantique, on est un petit peu au même stade que l'informatique classique dans les années 50 ou 60. On commence à faire les premiers calculateurs. Alors c'est gros. On ne sait pas encore bien à quoi ça peut servir, mais on entrevoit clairement que les applications derrière sont immenses. Ouais, parce qu'on est dans la théorie là. Est-ce que tu aurais quelques cas pratiques qui sont inconcevables avec la puissance de calcul aujourd'hui et qui pourront être cassés ou avec l'ordinateur quantique, avec la technologie quantique? Je pense à tout ce qui a été découvert de nouveaux matériaux. Les matériaux que la nature nous donne, elle a des propriétés, on peut pas agir avec. Et en fait, elles sont, si on s'intéresse à ces propriétés au niveau microscopique, on va se rendre compte que elles sont créées par des phénomènes quantiques complexes de type corrélation. Et donc, comme c'est complexe, c'est hors de portée de la simulation numérique classique. On ne sait pas le faire. Donc, on se contente d'utiliser les matériaux qu'on a à disposition. Avec un ordinateur quantique, on va pouvoir comprendre plus finement ces effets-là. Et une fois qu'on les comprend, on met à disposition notre compréhension pour venir faire de l'ingénierie et inventer des nouveaux matériaux. Et ça, c'est une des promesses du calcul quantique. Donc, quand je pense à inventer de nouveaux matériaux, ça peut être des batteries pour les voitures qui soient plus performantes. Donc les matériaux,
En fait, c'est toute la simulation aussi moléculaire, donc la pharma, trouver des nouveaux médicaments, faire les simulations, voir comment ça interagirait. Donc tu parlais aussi tout à l'heure d'avoir le réchauffement, de lutter contre le réchauffement climatique parce que tu utilises moins de puissance de calcul, mais ça permettrait aussi de savoir comment capter le carbone. Oui, alors il y a un double effet, tout à fait. Alors c'est un moyen de calcul qui est extrêmement performant, qui permet d'aller concevoir des nouveaux avions qui consomment moins d'énergie, de mieux distribuer l'énergie. Parce que la distribution de l'énergie, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un vrai casse-tête. Entre une demande qui varie très rapidement et une production qui est... on ne peut pas débrancher une centrale nucléaire à la demande. Donc c'est des problèmes extrêmement complexes. Et apprendre à mieux distribuer ça, ça fait économiser de l'énergie. Et cerise sur le gâteau, c'est que le moyen de calcul qui vous permet de faire ça, le processeur quantique, en plus, lui, il consomme très peu d'énergie. Aujourd'hui, les supercalculateurs qu'on utilise à base de silicium, nos processeurs tels qu'on les connaît, c'est des gouffres à énergie. L'énergie du digital, ça émet autant de gaz à effet de serre que l'ensemble du trafic aérien. Et là, avec l'ordinateur quantique, on a quelque chose qui consomme vraiment rien. Ça se branche sur une prise, ça se branche sur votre cuisine. Mais alors du coup, si on en revient donc Pascal, vous l'avez créé en 2019. Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les auditeurs, parce que nous, on sait. Je sais, Paul, que tu sais. Non, mais c'est une très bonne question. Après, voilà. Qu'est-ce que le quantique? Qu'est-ce que Pascal? Oui. On résout ces problèmes pour nos clients. C'est par exemple ce qu'on a fait avec EDF, qui est venu nous voir avec un problème bien particulier. Et on résout ces problèmes grâce aux technologies quantiques, et en particulier celles qu'on développe à Pascal. Donc on fabrique notre propre processeur, on a la maîtrise complète de la technologie, de ce qu'on peut faire avec, mais on développe aussi les applications. C'est-à-dire qu'il faut voir j'aime bien utiliser l'image de quelque part, c'est un peu prétentieux, mais de l'Apple, de l'informatique quantique, au sens ils font leur processeur et en même temps ils font les logiciels qui marchent dessus. Que ça permet que ça marche bien d'une part, et puis mais moi je trouve que c'est là où c'est plus intéressant, c'est d'aller vers les côtés applicatifs. Et pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent un petit peu le quantique, ils auront sûrement entendu parler de IBM, de Google, de Rigetti, ils ont un peu regardé, d'IQM en Europe. Pourquoi, selon toi, on a choisi Pascal? C'est notre technologie, c'est qu'on peut faire mieux que tous ces gens réunis grâce à la technologie de Pascal. Donc alors on peut rapidement en discuter. Je vais essayer de pas être trop technique. Donc pour faire du calcul quantique, il faut arriver à isoler une particule individuelle pour qu'on puisse voir son comportement quantique. Et les particules qu'on a choisies à Pascal, c'est des atomes. Donc on prend des atomes neutres et on va venir les contrôler avec des faisceaux laser. C'est ça, c'est vraiment notre savoir-faire. Et ça va amener deux avantages. C'est que le premier, c'est qu'on n'a pas besoin de fabriquer ces atomes. C'est la nature qui les fait pour nous. Donc ça a comme conséquence qu'on n'a pas besoin d'avoir de moyens de production ou de fabrication qui, sont extrêmement coûteux, qui sont durs à mettre au point et qui en plus peuvent introduire des erreurs. Nous, nos qubits, ils sont tous identiques. On n'a pas besoin de les calibrer. Et le deuxième gros avantage, c'est que on n'a pas besoin de les refroidir. Ce sont on travaille à température ambiante. On travaille à température ambiante, et ça c'est un gros différenciant par rapport aux autres technos, donc celles de Google, d'IBM ou de Rigetti, qui eux utilisent des atomes artificiels, qui vont reproduire le comportement d'un atome. Et les inconvénients qui viennent avec, c'est il faut les fabriquer, et c'est dur de faire aussi bien que la nature. Et deuxièmement, il faut refroidir à des températures cryogéniques. Donc concrètement, il faut un gros frigo. Et puis en plus, plus vous mettez de particules, plus le frigo devient gros et complexe et cher à construire. Alors qu'avec la technologie Pascal, on fait tout par la lumière, donc on coupe les faisceaux en quatre comme les cheveux. Et ça, il y a plein de méthodes pour y arriver, et on sait maîtriser ça, et donc ça permet de ce qu'on appelle passer à l'échelle, donc manipuler beaucoup de particules en même temps, et c'est ça qui va donner la puissance du calculateur à la fin. Et donc aujourd'hui, vous êtes combien ? On est 25.
Ok, 25. Et donc, mais qui qui arrive à maîtriser cette techno et non, mais qui sont ces gens qui maîtrisent tout ça et qui vous aident dans l'équipe vous allez, elle a quel genre quelle est la nature un peu et de l'équipe qui fait quoi Alors c'est ça que j'aime bien dans le projet, c'est que on fait le grand écart sur les métiers. C'est-à-dire qu'il y a un côté où il faut des cerveaux, il faut du quantique, il faut des gens qui ont fait ça pendant 15 ans. Et en même temps, à la fin, on va être embêté par un câble, par une soudure ou par des problèmes très pratiques comme trouver des locaux. Et on fait ce grand écart en permanence. Et pour que tout ça marche, il faut de tout. Donc on a commencé par embaucher des PhD, des gens qui connaissent. Et maintenant, on recrute des ingénieurs. Mais qui sait se servir d'un ordinateur quantique aujourd'hui? Quels sont les métiers? C'est des ingénieurs? C'est quoi, des doctorants, Alors c'est une bonne question. C'est des métiers inventés en fait, parce que pour l'instant, personne ne sait s'en servir, et ça fait partie un petit peu du projet que de former les gens. Et c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est que cette formation, elle prend du temps. Donc l'attitude un peu française de dire bon ce truc-là ça marche pas, on va attendre que ça marche et puis on s'intéressera. Mais si vous faites ça, automatiquement vous démarrez avec un retard, parce que pendant que vous attendez que la technologie soit au point, il y a d'autres gens qui apprennent. Et une fois que ça sera prêt, eux ils seront lancés. Donc c'est ce qu'on permet de faire, parce qu'on a une technologie qui est assez mature. En plus, on met en place des outils pour que les gens apprennent, se forment. Et les universités aussi travaillent. Il y a plein d'initiatives maintenant pour former ce qu'on appelle des ingénieurs quantiques, des gens qui vont apprendre à se servir de ces machines. Et donc finalement, ça, le gouvernement français l'a assez bien compris qu'il fallait être en amont de tous ces sujets avec son plan quantique. C'est quelque chose qui va vous booster, que ce soit pour aller chercher des talents, que ce soit directement en financement. Alors c'est un sujet glissant. Je pense que c'est définitivement quelque chose qui va nous booster, parce que c'est un message politique qui passe, je trouve. Moi j'étais ravi d'entendre un président de la République française mettre en avant la recherche fondamentale, parce que si Pascal existe aujourd'hui, c'est grâce à elle. Moi il y a 20 ans, quand je faisais ma thèse sur cette techno-là, j'aurais jamais parié sur le fait que ça allait déboucher sur de telles applications, et pourtant. Ce qui montre que la recherche fondamentale, c'est clé, et de l'entendre dans la bouche d'un président, moi j'ai trouvé ça génial. Ça fait passer un message à tous les Français, et pour moi c'est un côté fédérateur. Et puis d'ailleurs, oui, il y a aussi des questions budgétaires qui vont permettre, je l'espère, de continuer à faire progresser la recherche, parce qu'aujourd'hui il y a Pascal, on a une belle techno, mais dans 10 ans il faudra continuer à avoir une belle techno. Donc ça veut dire qu'il faut falloir qu'on continue à faire de la recherche, qu'on continue à progresser pour être toujours devant. Parce que les concurrents, ils progressent aussi. Du coup, c'est quoi l'horizon un peu de développement? Parce que moi, je vois avec nos startups ou celles avec qui on a un peu plus, où je suis plus familière, on va dire, on a l'impression que c'est plus rapide en termes de développement ou même en termes de secteur. La maturité a l'air ça a l'air d'être des secteurs un peu plus matures. Du coup, qu'est-ce que toi, Paul, qu'est-ce qui vous a fait aller vers Pascal et vers Georges-Olivier? Ouais, c'est vrai, quand on dit la révolution quantique, c'est dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Là, c'est le moment où il y aura plein d'applications différentes, où toutes les industries auront été impactées par justement cette nouvelle puissance de calcul. Mais ce qui est incroyable avec Pascal, c'est qu'on voit aujourd'hui des applications concrètes avec lesquelles il travaille avec des industriels, des corporates qui ne sont pas du tout spécialisés dans le quantique, pour déjà améliorer des process. Et donc, on est en fait au début de cette révolution. Et finalement, le marché va devenir mature à horizon, dans les prochaines années. Ça ne veut pas dire que les ordinateurs quantiques résoudront tous les problèmes du monde et que l'ordinateur traditionnel sera obsolète, mais ça veut dire qu'il va y avoir des applications concrètes beaucoup plus tôt que ce
qu'on a dans l'imaginaire collectif du quantique, c'est le futur, c'est pas le présent. Oui, pas mieux. Je pense que c'est un message à faire passer, c'est que c'est plus de la science-fiction l'ordinateur quantique. Il y a maintenant suffisamment de preuves de concepts qui ont été démontrées, qui prouvent vraiment que les concepts que les scientifiques avaient imaginés il y a quelques années, maintenant ils marchent. La difficulté, c'est le passage à l'échelle, et ça, c'est ce qu'on porte nous à Pascal. Et en termes d'application, on en a déjà qu'on développe, mais bon, alors évidemment, pour l'instant, il n'y a pas encore d'intérêt pour un industriel à utiliser notre technologie. Je dirais du point de vue commercial ou retour sur investissement. Mais c'est quelque chose qui va arriver vite. Nous, on estime. Alors, il faut être toujours prudent avec ces estimations-là parce que c'est pas. Personne ne sait, mais il y a des estimations qui montrent qu'avec notre processeur, sur le cas d'usage sur lequel on travaille avec EDF, on pourrait potentiellement atteindre ce qu'on appelle l'avantage d'être plus performant sur notre machine que sur les machines classiques à horizon 2023-2024. Ah oui, c'est demain. Et ça, c'est très bientôt. Mais en tout cas, le fait que Eni aussi ait voulu investir et participer à l'aventure Pascal montre un intérêt industriel assez fort dans le quantique. Peux-tu nous rappeler qui est Eni ? Eni, c'est le grand énergéticien italien. Italien, c'est ça. J'avais oublié l'origine d'Eni. Et justement, moi, ma question, c'était est-ce que en Europe, on est pionnier et ou dans le monde entier, la technologie quantique, elle en est où par rapport aux recherches que vous avez fait, toi, par rapport à ta thèse il y a 20 ans est-ce que tu aurais pensé déjà monter ça en France, monter Pascal en France ? Est-ce que à un moment donné, tu t'es pas dit, tiens, il faudrait mieux aller aux US parce que là-bas, ça va plus vite ou... Il y a des jours où je me pose la question, ça me fait sourire. Il y a certains événements je pense qu'ils résonneront aussi chez Paul qui comprend pourquoi je souris. Oui, des fois je me dis que ce serait bien de faire ça aux US. Mais bon, écoutez, je suis français, je suis content d'être français. La technologie est 100% française. Elle est née sur le plateau de Saclay. Et c'est... on peut en être fier, quoi. On peut en être fier. On continue à être devant. Et c'est pas facile parce que la concurrence, elle est rude. C'est vraiment des thématiques qui excitent tous les pays. Et il y a des sommes monstrueuses d'argent qui sont débloquées sur le sujet. Et la technologie française arrive encore à rester en devant. La chose que j'aime bien dire aussi, c'est que sur ce sujet-là, ce sont les Américains qui nous ont suivis. Les premiers qui sont lancés, ce sont les cofondateurs de Pascal, à l'Institut d'Optique, qui ont fait ça. Et quand les ont vu que ça marchait, ils ont commencé à se dire ça vaut le coup. Et ce que j'aimerais réussir, ça, je pense que dans l'histoire, ça s'est déjà vu. Notamment dans la première révolution quantique, les bases fondamentales de la physique, ça a été développé en Europe. Et après, c'est les États-Unis qui ont fait le marché et qu'on ont tiré les profits économiques. Bon, si on pouvait s'arranger pour que ça soit un peu différent ce coup-là, moi je serais assez content. On serait fiers, nous aussi. Et puis il y a aussi des enjeux de souveraineté, je pense, sur ces technologies, parce que si on parle aussi de sécurité informatique, toutes les sécurités qu'on a aujourd'hui, le WPA2 ENCO, est très facilement dans le futur cassable par le quantique, et donc je pense qu'il va falloir un acteur européen de premier plan qui soit capable de produire du hardware quantique. Et c'est là où aussi Pascal a peut-être une chance d'être en Europe plutôt qu'aux États-Unis ou sur des où il y a des acteurs qui mettent qui investissent des montants astronomiques qu'on va aller chercher évidemment. Oui, et on va les trouver aussi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, non. Est-ce qu'il y en avait des choses à rajouter ? On est bientôt dans le... J'espère que les auditeurs, vous avez tout compris. Si c'est pas le cas, aurélie@daphne.com. En tout cas, c'est passionnant parce que en fait, on a l'impression qu'on parle pas de quelque chose de réel. En fait, on a l'impression que c'est pas vrai. C'est vrai que c'est de la science-fiction, comme tu disais,
Et en fait, it's really happening. Donc, on est ravis en tout cas de faire partie de vos investisseurs. On est ravis de vous soutenir. Je parle pour les board members chez Daphni, mais voilà, je pense que c'est vrai. Je pense que Paul, tu l'as dit. À Georges, je pense que Georges aussi, j'espère que tu es content d'avoir Daphni à ton board. Oui, très content. Je suis très content d'avoir des investisseurs français qui ont su comprendre les opportunités qu'il y avait derrière ces marchés-là et de dépasser un peu les habitudes qu'on peut avoir en France, de se dire oh, ça marchera jamais, attendons. Et on est toujours ravis d'investir dans des nouvelles sociétés qui ont énormément d'ambition et qui veulent révolutionner un marché. Mais des sociétés comme Pascal qui ont un potentiel aussi gigantesque, on n'en croise pas tous les matins. Et pourtant, on voit 2500 dossiers par an, même plus que ça. Donc évidemment, on est ravis et surtout ultra excités par le chemin qui se dresse devant Pascal. Et justement, donc cette levée de 26 millions... 25. 25. Parce que ils sont beaucoup trop honnêtes. Chez Pascal, ils jouent pas le jeu des startups à mettre la dette, les subs et tout. Ils ont levé 25, ils annoncent 25. On n'a pas l'habitude, mais voilà. En plus de ça, ils sont honnêtes. Oh là là, ils sont parfaits. Donc tout ce qui est dans ce podcast est vrai. Donc, est-ce que tu peux nous dire les next steps? Est-ce qu'il y a vous recrutez? Il y a peut-être des messages à faire passer. À quoi va servir cette levée? À quoi elle sert? Et avant qu'on se quitte. Oui, alors le recrutement, j'insiste dessus, oui, on recrute. Donc je m'adresse à tous les ingénieurs et les ingénieurs à venir postuler chez nous. Construire un ordinateur quantique aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, hein, c'est le défi le plus excitant qui peut exister pour un ingénieur. C'est-à-dire qu'il faut pousser toutes les technologies au maximum, quasiment sans compromis. Donc c'est un défi, technologique de tous les jours. C'est une occasion pour changer, pour révolutionner notre économie, notre monde. Moi, je compare ça souvent à la conquête spatiale. C'est un peu, on est un peu dans ce domaine-là. Donc, si vous vous sentez un peu pionnier et que la techno, ça vous passionne, venez travailler chez nous. On a plein de postes ouverts et on recrute sur tous les métiers. Et vous êtes basé à Palaiseau? À Palaiseau, oui. C'est ça. Très bien. Et quoi d'autre? Là, les projets, projets à court terme, on va dire, ou donc recrutement, amélioration. On continue à avancer sur la technologie. Recrutement, construire les machines. Ouais. On en a pas mal à construire. Et puis, il y en a déjà une qui est en train de devenir opérationnelle. Et ce qu'on fait en ce moment dessus, c'est implémenter le fameux cas d'usage d'EDF. Donc vraiment à l'échelle qu'on sait faire aujourd'hui, mais ça serait je pense, le premier cas d'usage application industrielle traitée de bout en bout, c'est-à-dire un problème apporté par un industriel avec des données du terrain, traité théoriquement, mise en forme du problème, développement des algorithmes qui vont bien, jusqu'à l'implémentation sur une machine. Je crois que ça serait une première. Mais donc là, tu as une machine qui tourne. Ce que tu nous dis, c'est que tous les industriels qui se retrouvent confrontés à des problèmes concrets, qui t'appellent, tu as peut-être leur solution. Oui. Non, parce qu'on reste investisseur et on aime bien avoir un peu de chiffre d'affaires. Alors, on sait qu'avec Pascal, ça va pas arriver tout de suite. Mais sait-on jamais. On en a déjà. Et en plus de ça, ils font plus de chiffre d'affaires que certains de nos investissements. Bah écoute, merci Georges. Avant de te quitter, on a quelques questions à te poser. Et des petites questions pour finir l'interview. Et qui sont, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Pascal, c'est dur de couper. Donc des fois, il y a des problèmes quand on est dans une levée de fonds et qu'elle est perturbée. C'est pas facile de trouver le sommeil. Pas bien ça, Paul, ils s'y dorment pas. C'est pas nous qui l'avons perturbé, je tiens juste à le préciser. Est-ce que tu as un plat phare que tu adores cuisiner? Quelque chose Alors j'ai un plat que j'adore manger, c'est les pâtes. Petit indice pour la vidéo, hein, les deux mensonges, les deux vérités et un mensonge. Ça se retrouve, oui, c'est vrai. Non mais j'adore les pâtes, je pense que je pourrais manger que ça. Une sauce en particulier? Pâte nature, au beurre? Sans fromage?
Les pâtes, sous n'importe quelle forme. Pas trop de beurre, mais ouais. Et enfin, une autre, ton cocktail préféré? Mon cocktail préféré, c'est quelque chose avec du rhum. Je n'ai pas d'idée en tête, mais avec du rhum, ça rappelle, je sais pas, ça rappelle les vacances, ça rappelle les tropiques, les îles paradisiaques, l'île de la Réunion. Bref, voilà. Et la dernière pour finir, quelle destination pour cet été tu recommanderais? Parce que les gens vont partir en vacances là. Alors moi, je vais aller à la montagne, donc je recommande aux gens d'aller à la mer. T'as raison. T'as pas envie de voir la foule, t'as bien raison. Allez à la mer. On finira sur ça, c'était super. Merci beaucoup. Pascal, donc Georges-Olivier Raymond de la société Pascal, un des derniers investissements de Daphni. N'hésitez pas, donc si vous recherchez un job, c'est vous adresser auprès de Georges ou bien de Daphni, on peut vous mettre en relation. Et puis voilà, si vous avez des questions sur le quantique aussi, Paul est aussi assez calé maintenant. Et Georges a moins de temps, c'est vrai, hein, mais nous on pourra vous donner plus d'informations. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Georges, merci encore. Merci à vous, c'était super. Merci Georges. Et Paul, un grand moment aussi en tant que co-host, merci beaucoup. Hein. Vivement le prochain. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir.